Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bonsoir, et oui, ça fait bizarre, nous sommes tous les deux pour vous accompagner pendant ces vacances avec Judith Belair. Oui. Ça y est, nous y sommes, Judith. Alors vous savez, il faut que les auditeurs de Sud Radio le sachent, oui. C'est particulier de présenter à deux, oui. Il faut avoir ses habitudes. C'est un exercice qu'on va mettre en place tout doucement ou peut-être assez rapidement, allez savoir. C'est une première, on ne sait pas, alors peut-être que des fois nous serons un peu à cheval l'un sur l'autre, mais il ne faudrait pas y voir de mauvaises intentions. Voilà. Alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, ça commence bien. Ça commence top. Personne ne chevauchera en tout cas. Voilà. Alors, chers auditeurs, vous n'êtes pas là pour chevaucher, mais pour nous appeler, parce que vous pouvez être aussi la vraie voix de Sud Radio, pour être celle du jour et jouer face à l'une de nos vraies voix. Et ça sera à 17h50. N'hésitez surtout pas à appeler Aude sur notre standard au 0826 300. Puis nos 3 voix du jour, chers auditeurs. Les vraies voix Sud Radio. Alors, eh bien, on commence par l'incontournable. Maître. Le crépusculaire. Philippe Bilger. Merci pour crépusculaire parce que ça rimait avec Philippe Bilger. Ouais, c'est ça. Vous êtes Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Livres Propos d'un inclassable qui est publié à la Nouvelle Librairie. Exactement, ma chère Judith. Puis-je dire que, étant Bel Air, vous avez très belle mine. Oh, bah c'est bien gentil cela. Ouais. Voilà, si vous avez d'autres compliments à me donner, n'hésitez pas. Alors, je vous mets d'emblée dans le ton de l'émission les calembours foireux. Ok, ça me va. Et puis notre deuxième vraie voix du jour, Tom Conan. Vous l'aimez, vous l'appréciez, il est artiste, essayiste, souvent il incarne la jeunesse, je ne sais pas pourquoi. Auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bonsoir mon jeune. Vous avez dit que l'humour il serait un peu lourd ce soir. Ouais, mais moi je veux bien incarner ceux qu'on veut, il n'y a pas de souci, moi je m'adapte. Il est radical surtout. Mais en revanche, crépusculaire pour Philippe Bilger, moi je n'y crois pas du tout. Moi je pense que dans 20 ans, là encore, il n'y a pas de souci. Elle incarne l'efficacité dans le débat. Moi, c'est ce que je retiens de Madi Saïdi. Oui, Madi qui est conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs, tout juste publié chez Stock. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. On entend des bruits bizarres. Ça gratte. C'est qui gratte à la porte. Alors, bon, vous savez qu'au programme, évidemment, on va pas changer tout cela, parce que c'était une équipe qui gagne. On en profite pour saluer et Cécile de Ménibus et Philippe David, qui pour certains se reposent et d'autres se préparent à se reposer. Sommet de l'OTAN, Joe Biden débarque, vous l'avez vu, il est en Grande-Bretagne dès aujourd'hui et il ira en Lituanie. Ça sera l'objet de notre débat à 17h30. Vous nous donnerez votre avis au 0826 300 avec cette question du jour. Est-ce que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN? Vous allez sur le compte Twitter de Sud Radio. L'Ukraine doit-elle intégrer l'OTAN? Vous dites oui, vous dites non. Et puis vous appelez au 0826 300. Voilà, et puis à 18h30 évidemment, toujours la même chose, le deuxième grand débat de l'émission, le coup de projecteur des vraies voix. Alors là, on va plutôt se parler, on va se poser des questions autour de la sécurité qui est mise en place pour le 14 juillet. La sécurité renforcée que nous annonce la Première ministre Elisabeth Borne. Et on se demande tout simplement, chers auditeurs, s'il faut le célébrer ce 14 juillet comme d'habitude cette année. Vous pouvez évidemment aussi voter sur Twitter. Oui, non, nous appeler au 0826 300. Ça va, je l'ai bien descendu, Frédéric Brindel? Alors c'est très bien, Judith Belair, mais c'est vrai, faut-il célébrer ce 14 juillet? Ça fait bizarre, mais il faut se poser les questions. Et nous poserons toutes les questions. Des événements que nous avons connus ces derniers jours. Bon, nous filons au 0826 300. Vous avez la parole, chers auditeurs, pour commenter l'actu, donner votre opinion, être notre vraie voix. Auditeur, Aude vous attend, 0826 300, c'est du direct avec nous. Et notre auditeur du jour, c'est Benoît, qui nous appelle de Limoges. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, vous savez que vous avez une lourde tâche, Benoît, parce que vous êtes là pour notre première avec notre petit couple, là, tout jeune de juillet. Bientôt marié, il paraît. Tout fringant. Il faut bien toujours une première. Voilà, c'est ça. Bon, vous êtes à Limoges. Avec vous pour votre première. C'est très gentil, Benoît. Vous avez vu passer le Tour de France, là, à Limoges, vous y étiez? Non, j'y étais pas. Non, j'y étais pas. Bon, c'est dommage, ça m'aurait fait une petite transition parce que tout à l'heure on en parlera avec nos consultants Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. On pose mais je connais un peu les endroits où ils sont passés là, aussi bien à Limoges que en Creuse, Jansiou et tout. C'est pas mal. C'est bien, c'est sympa. Alors avec Judith, nous avons pensé à vous poser d'emblée les questions. Vous nous répondez rapidement pour nous donner l'idée générale de ce que vous allez
allez nous proposer tout à l'heure sur les 2 débats. Alors, on y va. Allez, on pose la question à Benoît. Alors 17h30. Vous, c'est parti. C'est qui? C'est moi? C'est vous? Allez-y, c'est vous, 17h30, Frédéric Brandel. 14 juillet. Vous pensez qu'il faut... Vous pensez qu'il faille le célébrer comme d'habitude cette année ou pas? Ah bah bien sûr. Et ben voilà. Et deuxième question. Ça, c'était donc le 18h30. Hein. Allez-y. J'argumenterai tout à l'heure, mais je pense que oui, à un moment donné, voilà quoi. Faut continuer à vivre, quoi. Hein, voilà. Bah oui, il faut continuer à la vivre. Et puis peut-être qu'il faut prendre des mesures autres que fermer et interdire tout et n'importe quoi. Bien sûr. Et Julie, t'avais raison, c'était ma première erreur. Ça, c'est parce que c'est à 18h30. C'est pas grave, c'est parce que je vous perturbe. On le sait. Tout le monde le sait déjà. Tout le monde le sait. C'est une complicité qui est chatoyante, en fait. Benoît, posons la question 17h30 à Benoît. Vous savez que Joe Biden est en visite en Grande-Bretagne actuellement avant de s'envoler pour la Lituanie demain pour le sommet de l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN selon vous? Voilà la question. Joe Biden a une polémique à lui-même, à lui tout seul. Okay. Je ne pense pas, non. D'accord. Pas dans l'état actuel des choses. En tout cas, ça me semble un peu précipité. Les débats sont lancés, Benoît. Merci. Tout comme vous, les auditeurs de Sud Radio peuvent appeler au 0826 300 300. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Oui, Philippe Bilger. C'est vous qui lancez Philippe Bilger, Frédéric Brandel. Oui. Philippe. Il ne faut jamais quitter un petit enfant des yeux et du cœur. La France a peur pour le petit Émile. Oui, j'ai été frappé, ça n'est pas très original et malheureusement il n'est toujours pas retrouvé. Je veux dire, il ne faut pas jeter la pierre aux grands-parents, ça pourrait m'arriver aussi, mais tout de même, comment peut-on laisser un tout petit de 2 ans et demi dans un jardin sans le surveiller? Et ce petit bonhomme est parti et on l'a aperçu une première fois, il était seul, personne avec lui. Alors aujourd'hui, toutes les hypothèses sont concevables. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce que, en réalité, il a été enlevé? Tout est possible. Le procureur l'a dit. Mais de grâce, mon Dieu, il faut faire très attention aux petits enfants qu'on a dans le cœur et sous sa garde. C'est effrayant et il y a tout de même un élément très fort et très positif. Et ceux qui ont des enfants en comprendront l'émoi. C'est le fait qu'il y a une extraordinaire solidarité dans le village et bien au-delà du village. On voit il y a une sorte d'émotion positive autour de la disparition, j'espère temporaire, de ce petit bonhomme. Oui, ça fait plus de 2 jours qu'il a disparu, ce petit garçon. C'est une question que nous nous posons tous, ce que vient d'évoquer Philippe Bilger. C'est comme si, m'a dit Saïdi, depuis quelque temps, il fallait redoubler de vigilance, un appel un petit peu à une surveillance. C'est jamais simple de toute manière de garder des enfants. On a tous eu un enfant, un neveu, une nièce avec soi et moi en premier dans un magasin et en 2 secondes l'enfant a disparu. Ouais, ça va très vite. Ça va très très vite. C'est vrai que ça va très très vite. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y ait des gens qui aient aperçu cet enfant et qui n'aient pas réagi. Qui n'aient pas réagi. Parce que moi, mon premier réflexe, ce serait de réagir, d'appeler, de faire quelque chose. Un enfant qu'on voit tout seul, c'est compliqué. Mais je crois, si je peux ajouter un tout, on le voit la première fois, il est tout seul, mais il y a 2 personnes autour de lui. Ça, c'était samedi, c'était samedi. On peut penser à un enlèvement. Mais c'est vrai que oui, la fragilité, sans donner pareil d'exemple personnel particulièrement, mais moi je me souviens quand j'avais à peu près cet âge-là, on était dans un parc avec ma mère, j'étais tombé dans l'eau, elle discutait avec une amie et ils n'ont pas vu effectivement que j'étais en fait sous l'eau avec les canards, j'étais en train de me noyer et à un moment donné j'ai senti une main qui m'a tiré hors de l'eau. Mais c'est effectivement à cet âge-là, on est d'une fragilité telle, effectivement, en une fraction de seconde, le pire peut arriver. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas pour le petit. Jamais d'effet secondaire chez vous. Écoutez, peut-être, c'est possible. On en parlera. Moi, j'avais une question. À qui appartenait cette main qui vous a repêché? C'était justement l'amie de ma mère avec qui elle discutait. Je pense qu'elle a dû tourner la tête. Est-ce qu'on peut une fraction pour la remercier, de seconde. Mais je sais plus qui c'est, mais c'est incroyable. C'est gentil. Mais c'est vrai que, mais des années plus tard, plus de 20 ans après, je me souviens encore de ces canards au-dessus de ma tête. C'était terrible. Non, mais vraiment. Mais plein de gens ont eu des exemples comme ça. Et c'est intéressant parce que les premiers souvenirs, c'est pas trop avant 3 ans en général, mais vous vous en souvenez très clairement. Donc, comme quoi, ce genre d'événement, ça marque. On a dû me le raconter, je pense aussi. Mais effectivement, c'est assez précieux. Bon, écoutez, on va tous prier. Des grosses pensées pour le petit Émile, évidemment. On espère qu'il va être retrouvé.
rapidement. Et c'est vrai que c'est pas évident pour personne, mais de plus en plus, malheureusement, c'est l'époque qui veut ça. Surveillance accrue, comme le rappelle Philippe Bilger. On l'apprendra peut-être au cours de l'émission. Ouais, peut-être. Ça serait magnifique. Ça serait génial. Ça serait magnifique. Vous avez choisi Sud Radio, chers auditeurs, et vous avez bien raison. Dans quelques instants, vous allez retrouver Félix Mathieu et les 3 mots dans l'actu. Puis juste après ça, rendez-vous à 17h30 pour le grand débat, sommet de l'OTAN. Joe Biden en visite. L'Ukraine doit-elle intégrer l'OTAN? À tout de suite dans Les Vraies Voix. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 17h17 sur Sud Radio. Appelez-nous, chers auditeurs. Audrey vous attend au 0826 300 300. Les vraies voix sont là pour vous, évidemment. Et nous commençons par notre cher Philippe Bilger, Bravo. qui est là. Nous avons également autour de la table Tom Conan. Sans oublier l'excessivement percutant. Voilà. Nadi Saïdi. Ça sera dit. Et tout de suite, on passe aux 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. C'est tout de suite ça. Et c'est quoi vos mots du jour, mon cher Félix? Les vraies voix Sud Radio. Disparition, police et orthographe. Ah non, redites-le. On recommence. On a mangé. on a mangé. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Vous avez pris un jingle en pleine figure. Disparition, police et orthographe. Mobilisation générale depuis 6h ce matin pour tenter de retrouver le petit Émile, 2 ans et demi, disparu samedi en fin d'après-midi à Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Des policiers offensés par les propos de leur ministre. Des enfants de 18-20 ans qui n'ont pas fait de grandes études, selon Gérald Darmanin au Sénat. Et puis le ministre de l'Éducation s'attaque lui à l'orthographe dans les copies du bac. Une très bonne copie sur le fond ne pourra plus dépasser une certaine note si elle est cousue de fautes d'orthographe. Les vraies voix Sud Radio. Le Haut-Vernet, 25 habitants à l'année, petit village isolé, perché à 1300 mètres de hauteur dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis 6h du matin, des secouristes et bénévoles y sillonnent les sentiers escarpés, les cours d'eau. Les gendarmes ont amené un chien Saint-Hubert à l'odorat très développé, une course contre la montre pour tenter de retrouver Émile, 2 ans et demi, disparu de chez ses grands-parents depuis bientôt 48 heures. Très touché par cette situation, le maire du Vernet, François Balic, nous raconte cette mobilisation exceptionnelle. Énorme. Que ce soit au niveau du village, bon, ça va de soi. Mais les villages voisins, et pratiquement l'ensemble du département, même au-delà, les gens qui se proposent pour participer aux recherches, il y a existé une centaine et aujourd'hui ils sont pratiquement 200 et ils sont encadrés par la gendarmerie et par les sapeurs-pompiers et ils font un travail formidable. Comme bénévoles, ils sont tous touchés. On est touchés par cette situation, ce petit Émile, quoi. Bon, je suis grand-père, les gens comprendront que les grands-parents aussi, l'angoisse que ça représente pour les grands-parents d'Émile, on est dans l'angoisse et l'incompréhension. François Balic, le maire du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Deuxième mot dans l'actualité, police donc, Félix Mathieu, avec des propos de Gérald Darmanin qui ont bien du mal à passer. Le ministre de l'Intérieur auditionné au Sénat pour faire le bilan des émeutes, interrogé notamment sur le niveau d'entrée dans la police nationale. Voici la réponse de Gérald Darmanin. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ceux que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac+4, Bac+5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important. Mettons-nous quelques instants à la place d'une majorité de jeunes qui choisissent ce service de la police et de la gendarmerie que nous devons former nous. Donc oui, ça demande une exigence supplémentaire, parce qu'en plus, ces personnes ont la contrainte légitime des armes et donc par ailleurs une responsabilité supplémentaire. Alors en fait ces propos ont été tenus il y a 5 jours au Sénat mais ils remontent ces dernières heures, ils font grincer beaucoup de dents dans la profession. Il y a beaucoup de gens diplômés, hautement qualifiés et reconnus même à l'international comme des experts dans leur domaine sans être pour autant commissaires de police, réagit notamment l'Association nationale de police judiciaire, les enquêteurs. Un sénateur LR, rapporteur d'un rapport sur le sujet, avait notamment pointé la politique de recrutement rapide et massive mise en place ces 10 dernières années pour compenser, pour remplacer les 10 000 postes de policiers qui avaient été supprimés à l'époque durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Votre proposition là-dessus, Philippe Bilger, on fait quoi? On fait profil bas ou on appelle un chat un chat? Non, il a raison, Gérald Darmanin, il parle vrai en l'occurrence, ça ne m'interdit pas de soutenir la police, mais nous avons reçu récemment un gardien de la paix très intéressant dans un débat et qui a confirmé qu'en gros on les admettait à partir de 7 sur 20. Alors, ce n'est pas le seul corps où il y a ces défaillances
l'expérience et cette facilité dans les concours, mais il a raison de le dire. 7 sur 20, tiens, Tom Conan, vous avez envie de réagir, c'est un peu choquant quand même. Ouais, en tout cas, c'est pas très rassurant parce que contrairement à un prof de français ou de physique qui a priori ne va pas, avoir affaire au corps d'autrui, à arrêter autrui, à le prendre en flagrant délit ou à utiliser éventuellement son arme, ça me semble quand même assez troublant, assez problématique effectivement que des personnes soient pas suffisamment formées parce que leur responsabilité est quand même assez éminente et les risques associés à leur fonction également. En même temps, Madi Saïdi, si on fait bac+5, on n'a pas forcément envie d'être policier aussi. Ouais. Ouais. Oui, absolument. Et je crois que, quand bien même ça reste une vérité, je crois que c'est l'art et la manière de le dire. On est quand même dans une période assez compliquée pour la police. Il se passe des choses aujourd'hui qui sont assez compliquées. Non seulement le rapport que les gens peuvent avoir à la police, c'est compliqué. Et je trouve qu'il a sans doute raison de dire que, en tout cas, la plupart des agents sont pas hyper diplômés. Mais il y a aussi l'art et la manière de le dire, parce que malheureusement, c'est un petit peu réducteur. Et effectivement, ils devraient être mieux formés, parce qu'ils ont quand même souvent la vie des gens, un contact avec les gens qui est assez compliqué. Le troisième mot de Félix Mathieu du jour, faute d'orthographe. Le ministre de l'Éducation nationale veut une notation plus sévère lors des épreuves du bac. Pape Ndiaye dresse un constat chez nos confrères de Radio J, des copies bien trop souvent truffées de fautes au baccalauréat. Le ministre de l'Éducation nationale annonce que, désormais, ce sera plus cher en points sur la note finale. À partir d'un certain niveau de langue, un niveau de langue trop problématique, quel que soit sur le fond la qualité de la copie, on formalise des critères qui fassent qu'une très bonne copie sur le fond ne dépasse pas telle note. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, chez nos confrères de Radio J, sa proposition fait grincer des dents chez les syndicats d'enseignants. Selon eux, la problématique du niveau en orthographe se pose bien en amont de ces questions de notation au moment du bac. Merci Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Pas d'arrivée du Tour de France aujourd'hui, c'est repos, mais on va quand même bien faire mérité, un petit point. Ça, vous le savez, vous, qui aimez le vélo, Frédéric Brandel. Eh oui, ça fait du bien quand on a un petit jour de repos comme ça sur le Tour de France. Vous avez les marques de bronzage. Oui, ça c'est l'entraînement. Ça, je le dirais, c'est un secret que je dévoile aux auditeurs. Bon. On va quand même tout faire un petit point, sur les 10 jours qui viennent de passer, cher Frédéric, avec notre cher Vincent Barthaud. Oui, Vincent Barthaud, il en a eu quelques marques de bronzage, lui. Vainqueur un 14 juillet à Marseille, l'immense Vincent Barthaud. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Mais bonjour. Cher Fred. Comme vous parlez de Frédéric Brindel, mais c'est incroyable. Il est arrivé ici, c'est magnifique. Et oui, c'est l'amour du vélo qui mène à tout, n'est-ce pas, mon cher Vincent? Bon, c'est déjà génial, ils ont fait une bonne recrue. Bon, super. Le face-à-face, Pogacar-Vingegaard, c'est impressionnant. Ça rappelle les grandes heures du Tour de France. C'est le bilan de cette première semaine. Oui, exactement. Oui, voilà, c'est les deux qui, pour l'instant, n'ont loupé aucun rendez-vous. Ils sont présents, ils sont premiers, deuxièmes dans cette première semaine qui n'a pas été évidente, qui n'a pas été facile pour tous les coureurs, mais eux deux sont présents dans cette première semaine, alors que on pouvait se poser quelques questions avec Pogacar, avec sa fracture du scaphoïde. Il avait pris un petit peu de retard, mais a priori il est bien au rendez-vous et la suite va nous donner encore de belles étapes. Ouais, bien difficile de savoir lequel va prendre le pas sur l'autre, d'ailleurs. Exactement. Pour l'instant, on se pose un peu la question. On a plutôt Pogacar qui est en montante, qui est crescendo à une meilleure condition physique. Il a tenté encore l'autre jour à l'étape du Puy-de-Dôme de réduire un petit peu l'écart qu'il avait par rapport à Vingegaard, mais il le réduit, il est à 17 secondes. Voilà, ça va nous donner un bon rendez-vous au Colombier prochainement, là, le vendredi 14 juillet, fête nationale. Bon, Vincent Barthaud, Judith Belair qui est à mes côtés me disait mais les Français alors qu'est-ce qu'ils font? Voilà. C'est vrai, c'est vrai que je l'ai dit. Bon, on a David Gaudu et Romain Bardet qui sont dans le top 10, mais éloignés. Oui, là, c'est un peu difficile pour nos Français. Même si on a déjà eu une belle victoire française, faut pas l'oublier, avec Victor Lafay, le coureur de la Côte d'Ivoire. Le deuxième jour, Voilà, au deuxième jour, alors que souvenez-vous, l'an dernier, on avait quand même attendu très très longtemps avant qu'il y ait une victoire française, en l'occurrence Laporte de la Jumbo qui avait gagné sur la fin du Tour de France. Là, on a déjà une victoire avec Gaudu. Après, c'est vrai qu'au général, avec Lafay, pardon. Avec Lafay, pardon. C'est vrai que là, au général, avec Gaudu, Bardet,
Ils sont quand même dans les deux Français dans les 10 premiers, c'est bien. On ne sait jamais s'il peut y avoir un retournement de situation avant les Alpes ou pendant les Alpes ou avant la fin du Tour. Voilà, il y a encore rien de perdu. Un podium va être très très compliqué, mais une bonne place à Paris est encore possible. Bon, j'avais une autre question, mais comme Philippe Bilger en a une, Vincent. Oui. Allez. Vincent, hier, évidemment, comme beaucoup, j'ai regardé l'étape du Puy-de-Dôme. Est-ce que, pour comparer au fameux duel Anquetil-Poulidor, vous n'avez pas l'impression que Pogačar a attaqué trop tard et j'ai été frappé par on ne l'a pas vu, mais il semble que le second ait fait un retour extraordinaire puisqu'il n'a perdu que 7 secondes. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Oui, on a été un petit peu déçus entre guillemets de l'étape du Puy-de-Dôme, mais vous savez, depuis le départ du Pays-Bas, c'est tellement difficile pour tout le monde que c'est un tour atypique, c'est atypique ce début de Tour de France. Exactement. Et puis surtout, on attendait peut-être un peu trop par rapport au duel Poulidor-Anquetil. Voilà, on s'était dit il va y avoir un duel magnifique. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut éviter de dispenser un peu ses forces, que ça soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. C'est un tour qui est tellement difficile. Ce qui fait que Pogačar, hier, il a attaqué à 1,5 km de l'arrivée sans prendre trop de risques de se faire contrer par Vingegaard. Alors, il lui a repris 8 secondes. Ils ont bien géré tous les deux. Vingegaard aussi a bien géré une fois qu'il a été attaqué. Ouais, voilà, la distance était un peu courte sur l'attaque. Mais ça va quand même nous annoncer de bons duels pour la suite. Voilà, c'est que l'intérêt, ça reste passionnant. Merci Vincent Barton. On se retrouve demain et on a tous compris. Oui, Vincent, rapide. Les gars. Je vous adore tous les deux, mais je préfère Julie. Judith. Déjà, dites bien vos prénoms. Nous aussi, d'ailleurs. Allez, le grand débat du Rougeau à 17h30, ça arrive. C'est juste après ça. Restez avec nous, chers auditeurs. Merci, cher Vincent Barteau. À tout de suite. Eh bien, parlons vrai sur Sud Radio. Il est 17h31. On est un tout petit peu en retard, mais c'est quand même l'heure de votre premier débat. 1 minute. Attention, je suis un peu précise quand même. On est toujours avec nos éditorialistes que vous connaissez, chers auditeurs. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Excellent livre. Excellent livre. Voilà. J'en attendais pas moins. Tom Conan, artiste et essayiste, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Un petit commentaire ? Livre remarquable. Et la suite sera encore plus brutale et remarquée. Attention. Et puis Madi Seydi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Un commentaire ? Tout ce que fait Maïdi, moi, me plaît. Voilà. Ah bah voilà, comme ça on est au top. On les aime de vraie voix. Y compris les salades niçoises le week-end. Je sais pas, ça peut aller loin, non ? Mais ça nous regarde, Maïdi. Ça ressemble au grand échiquier. C'est tout ce que tu fais là. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Joe Biden estime que l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN avant la fin de la guerre avec la Russie. Pour le président américain qui entame sa visite en Europe aujourd'hui par l'Angleterre, les États membres, je cite, s'engagent à défendre chaque pouce de territoire de l'OTAN, mais le risque semble trop élevé si l'Ukraine entrait dans l'OTAN alors que la guerre se poursuit. Nous serions en guerre avec la Russie, conclut Joe Biden. Qu'en pensez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio? Nous vous posons la question. L'Ukraine doit-elle intégrer l'OTAN? Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio, donner votre avis, ou vous nous appelez 0826 300 300. Bien sûr, et puis pour réagir à cette question que nous nous posons tous, notre invité du jour sera Camille Grand. Et Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN et spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Camille Grand. Merci d'être avec nous. Alors, vous connaissez le principe peut-être, cher Camille Grand. On fait un petit tour de table rapide de nos 3 vraies voix qui nous donnent un premier sentiment et vous nous éclairez après. Philippe Bilger. Si vous le permettez, chers animateurs, je vais poser en réalité, je n'ai pas la science infuse sur ce problème-là et j'ai lu l'excellente contribution de Camille dans le Monde. Ah oui. Et si... d'une certaine manière, je vais permettre un gain de temps. J'aurais aimé vous demander, je comprends absolument le raisonnement que vous tenez, d'ailleurs qui est tout à fait pertinent, me semble-t-il. Ce que je comprends moins bien, c'est lorsque vous indiquez que l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN constituera aussi quelque chose de positif au regard de la Russie. A priori,
ça peut apparaître un peu paradoxal, mais pourriez-vous expliciter peut-être encore davantage votre point de vue sur ce plan ? Absolument. Sur ce point, je crois que l'intégration de l'Ukraine à terme, on parle bien à l'issue du conflit, permettrait plus de stabilité pour l'Ukraine, plus de sécurité pour l'Ukraine, plus de stabilité pour l'Europe et d'une certaine manière, et c'est effectivement paradoxal, plus de prévisibilité pour la Russie. Même si c'est évidemment quelque chose qu'elle déteste, il faut se rappeler que l'OTAN n'a jamais été en guerre avec la Russie et que les endroits où il y a une frontière entre l'OTAN et la Russie sont les frontières les plus sûres du monde. Bon, on continue le tour de table. Mehdi Saïdi, vous seriez plutôt tenté de dire c'est maintenant l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ou pas ? En fait, moi je ne sais pas si c'est le moment opportun, mais une chose est sûre, c'est que je crois que ce serait peut-être une cause de casus belli, je crois, pour la Russie. Peut-être qu'elle doit l'intégrer, peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit le bon timing. Peut-être attendre que la guerre termine, sauf que ça fait plus de 500 jours. Bah oui, c'est ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais je crains que ça réouvre les hostilités. Vous avez peur que ça ouvre les hostilités, vous, Tom Cannon ? Je sais pas, mais en tout cas, ça me semble être une évolution naturelle. Effectivement, la délimitation, on pourrait dire géopolitique d'une certaine façon, elle va dans ce sens-là. Et les Ukrainiens, de toute façon, en tout cas, le gouvernement ukrainien actuel le souhaite et ça fait déjà plusieurs mois qu'ils en parlent. Donc ça me semble effectivement être une clarification et sur la prévisibilité, je suis assez d'accord. À mon avis, le risque nucléaire dont on a parlé beaucoup à plusieurs reprises du fait des paroles parfois extrêmement menaçantes et terrifiantes, glaçantes de Poutine, bah là au moins on se dit que quelque part ça permet de faire poids et contrepoids. Du simple fait que l'Ukraine serait dans l'OTAN pourrait évidemment l'inciter à être un peu moins agressif sur la question du nucléaire. C'est vrai que c'est une question particulière. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous y répondez 0826 300 300 ou sur le compte Twitter. Je vous donne la tendance dans un instant. Camille Grand, moi j'ai une petite question pour vous aussi. Vous avez écrit dans votre article, je crois dans Le Monde, que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN offre davantage de prédictibilité et de stabilité aussi bien pour les Ukrainiens que pour l'Europe, ce que contredit absolument le président Joe Biden, qui lui préfère envoyer environ une centaine de milliers d'armes à sous-munitions à l'Ukraine en dépit de sa propre législation. Qu'est-ce que vous y pensez ? Vous en pensez de tout ça ? En fait, on voit bien à travers ce débat américain que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut livrer des armes sans fin à l'Ukraine pour entretenir ce conflit ou est-ce qu'on veut, le moment venu, quand le conflit se calme un petit peu, parce que la guerre elle est bien ouverte aujourd'hui, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN afin de stabiliser la situation. Et c'est ça le débat. Donc il y a à la fois un débat sur le calendrier, quel est le bon moment, et pour moi c'est évidemment, après un cessez-le-feu, il ne s'agit pas d'entrer en guerre aujourd'hui. Et d'autre part, quelle est la meilleure solution pour stabiliser la situation en Ukraine et sur le flanc oriental de l'Europe. Et là, je crois qu'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est sans doute la solution la plus stable, plutôt que de surarmer l'Ukraine sans fin ou d'y déployer des soldats. Juste un mot, la consultation que nous avons lancée sur le compte Twitter de Sud Radio, vous continuez de vous prononcer, les auditeurs de Sud Radio. Pour l'instant, vous dites non, pas d'Ukraine dans l'OTAN à 95%. Ah ouais, c'est énorme. C'est étonnant, je trouve. C'est énorme. Ouais, c'est les auditeurs. Je trouve ça étonnant. Philippe Bigard, vous aviez envie de poser une question. À votre avis, Camille Grand, est-ce que finalement ce qu'on prévoit pour le futur, est-ce que ça ne pourrait pas avoir d'incidence en amont sur le conflit lui-même? Quelle pourrait être, à votre avis, la conclusion la plus positive pour permettre au conflit de s'arrêter le plus rapidement possible? Alors en fait, l'adhésion dans l'OTAN permettrait d'éviter que le conflit ne reprenne après un éventuel cessez-le-feu. C'est-à-dire que ce serait une manière de geler ce conflit et de signaler à la Russie qu'il n'y a pas d'intérêt à faire une pause pour reprendre les hostilités, et ça donnerait à l'Ukraine suffisamment de confiance dans sa sécurité pour que l'Ukraine puisse accepter un compromis et une sortie de ce conflit. Donc on a là-dessus deux avantages qui sont clairs. Mais c'est vrai en même temps qu'on est encore dans un moment très militaire dans ce conflit. Les deux parties espèrent prévaloir, et au fond ce qu'on attend du sommet de l'OTAN, c'est plus un signal qu'une décision qui conforte les Ukrainiens dans une forme de confiance qu'ils ne seront pas abandonnés par les pays de l'OTAN, par l'Europe.
Réaction au 0826 300 300. Nous allons à Limoges. Benoît, notre auditeur fil rouge aujourd'hui. Benoît, tout à l'heure vous êtes prononcé, vous venez d'écouter Camille Grand, les interventions. Réaction de votre part. Vous dites comme les 95 autres %, non, pas dans l'OTAN. Non, pas dans l'OTAN, pas dans l'état actuel des choses, pas dans l'immédiat, et j'irais même plus loin, je dirais même pas forcément après un cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu ça peut être que provisoire, ça peut être assez court, on sait pas. Donc voilà, moi j'ai plusieurs réactions en fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit par rapport à ça. C'est pourquoi veut-on intégrer l'Ukraine à l'OTAN? Est-ce que ça serait pas une provocation de plus pour la Russie? Il y en a eu déjà quand même pas mal depuis les années 90. Et ça fait partie des argumentations de Vladimir Poutine aussi, hein, c'est ce qu'il craignait. Voilà. Écoutez, moi il y a un ou 2 ans, au début du conflit, j'avais entendu la très bonne intervention de Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères de Monsieur Mitterrand quand il y a eu la séparation de l'URSS, qui expliquait un petit peu tout ce qui avait été fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a participé, donc il est un petit peu au courant de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été promis, ce qui n'a pas été promis. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être rien qui a été signé, mais il y a quand même des choses qui se sont faites. Je pense que la Russie, alors je vais certainement me faire tirer dessus à boulet rouge, mais c'est pas grave. Moi je suis assez confiant dans mes opinions. T'es assez loin. Oui, je suis assez loin surtout. Quoique vous savez, avec la future loi programmation de votre cher président, Monsieur Bilger, on sait jamais ce qui peut advenir. Petite parenthèse au passage que je referme. Allez-y Benoît, tirez à boulet rouge, c'est le moment, c'est sur Sud Radio, c'est par les vrais. Allez-y. C'est les vraies voix, c'est les vraies voix. Donc voilà. Alors dites-le. Moi déjà, moi je suis pas un pro-Poutine convaincu, mais je me dis peut-être qu'il y a des raisons à ce conflit. Peut-être que ce conflit aurait pu être évité largement en amont en 2014-2016 avec la crise du Donbass et tout. On a quand même 2 présidents européens qui se sont engagés et qui n'ont absolument rien fait. Donc je me dis pourquoi déjà on ne demande pas des comptes à ces gens-là, Monsieur Merkel, Madame Merkel et Monsieur Hollande. Madame Merkel, parce que son mari prend très peu position. En fait. Madame Merkel, ma langue a fourché parce que je voulais dire Monsieur Hollande en premier et Madame Merkel. Donc ça c'est une première chose. Il y a eu des annonces qui ont été faites par les présidents de l'époque concernant la Russie. Je pense que ça peut être un partenaire commercial. Maintenant on sait que l'Ukraine est en guerre, donc c'est déjà une première chose qui fait que c'est difficile d'intégrer l'OTAN. Bon, Benoît, sur cette première chose, c'est important, vous le dites, peut-être la réponse de Camille Grand. Alors, il y a une raison, peut-être qu'il y ait de justification, certainement pas. En tout cas, Camille Grand, éclairez-nous sur ce que vient de nous dire Benoît. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis une vingtaine d'années, les Occidentaux ont fait beaucoup d'efforts pour tendre la main à la Russie, y compris sur le dossier ukrainien. Et François Hollande et Angela Merkel s'étaient donné énormément de mal dans ce qu'on appelait le processus dit de Normandie pour convaincre Vladimir Poutine de chercher une solution négociée à ce conflit. Moi, je trouve que le passé, on peut regarder les torts des uns et des autres, mais ce qui me semble très frappant, c'est que Vladimir Poutine a décidé de cette guerre seul. Volodymyr Zelensky disait, avant la guerre, et même dans les premiers jours de la guerre, on peut discuter de la Crimée, on peut voir ce qui va se passer, et Vladimir Poutine a décidé de lancer ce conflit. Donc d'une certaine manière, l'objection à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui était pas de provocation inutile vers la Russie et ne provoquant pas un conflit, tout ça est derrière nous. La Russie a envahi l'Ukraine et cherche à changer les frontières par la force, qui est sans précédent depuis 1945. Oui, et ce qui est bien sûr intolérable. On continue une réaction. Camille Grand a très bien, beaucoup mieux répondu que ce que je souhaitais dire. Effectivement, en réalité, aujourd'hui, la question de la provocation, de considérer que l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN serait une provocation, n'a pas de sens, effectivement, puisque d'une certaine façon, les jeux sont faits, en tout cas une partie de ces jeux, puisque la Russie a envahi l'Ukraine, faut quand même le rappeler. Donc comment est-ce que ça pourrait être considéré comme une provocation? C'est plutôt une défense. Et si même on raisonne même d'un point de vue même purement de philosophie politique, c'est une contre-violence. La violence quand même originelle, c'est quand même l'invasion brutale, massive et permanente d'une certaine façon de la Russie. Certains vous diraient quand même que Poutine, effectivement, comme vous disiez, Camille Grand, Poutine n'est pas en guerre seul. Le monde occidental est contre lui, mais il ne faut pas oublier le bloc chinois, parce que
que j'ai lu dans un petit article du Wall Street Journal que l'OTAN a été créée pour faire obstacle aux chars et aux missiles russes en Europe. Et à présent, elle sert aussi d'instrument de dissuasion face aux ambitions mondiales de la Chine. Donc on est quand même en face de deux gros blocs dans une situation un petit peu inextricable. Qu'en pensez-vous ? Alors, la Chine, c'est quand même assez loin pour l'OTAN, hein, même si les Américains demandent aux Européens de s'y intéresser davantage. La question ça reste l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui ne borde pas la Chine. Ce qui est vrai, c'est que la Chine a apporté un soutien pas complet, mais un soutien réel à la Russie, en tout cas un soutien diplomatique et un soutien économique, moins un soutien militaire. Donc il ne faut pas transformer ce conflit en guerre mondiale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'OTAN ne s'est pas engagée dans le conflit militairement et gère avec beaucoup de prudence cette question de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine. Mais en même temps, il faut aussi admettre qu'on est devant ce qui est la plus grosse guerre qu'on ait connue en Europe depuis 1945 et une action qui va vraiment contre un peu tous les principes auxquels d'ailleurs la Chine elle-même a souscrit de respect de l'intégrité territoriale des pays, du droit international, etc. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui et donc une déstabilisation très profonde à la fois de l'ordre européen et de l'ordre international. Mehdi Seydi, vous pensez qu'on est vraiment en pleine déstabilisation globale de l'ordre européen ? En tout cas, ça peut arriver, c'est sûr. Moi, je pense que ça peut arriver. Tout dépendra de comment on arrive à soit convaincre la Russie, soit mettre un terme à cette guerre. Mais c'est vrai que moi, je suis convaincu que ça peut aller très loin et ça va déstabiliser l'Europe et même au-delà de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même la Russie qui s'installe un peu partout en Afrique. Donc ça aussi, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est un vrai sujet, ouais. Absolument. On retourne au 0826 300 300 parce que Benoît de Limoges, je n'ai pas oublié que vous aviez un autre point que vous vouliez suggérer à Camille Grand. Allez-y, tirez de nouveau à boulet rouge. Ben oui, alors moi je suis assez d'accord avec Mehdi. J'espère que j'écorche pas son prénom. Mais oui, alors déjà moi d'une part, je trouve qu'on est quand même largement co-belligérant en fournissant des armes, des soutiens que d'ailleurs on ne sait pas forcément où ça va tout ça. Maintenant, je ne veux pas faire de polémique, il n'y a pas de souci. C'est catastrophique qu'il y ait une guerre, parce que mine de rien, c'est quand même des peuples qui meurent, et au final, pour des puissances qui nous échappent, nous, complètement, en tout cas, moi, qui m'échappe complètement, parce que moi, à la limite, mis à part la hausse des prix sur mon pouvoir d'achat, j'y vois pas grand-chose, mais à côté de ça, il y a certainement des gens, des soldats, des civils qui meurent tous les jours, pour des si vous me permettez l'expression, pour des puissants qui posent leur couille sur la table. C'est malheureusement l'histoire du principe de la guerre. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui ont été décidées à la séparation de l'URSS qui auraient peut-être dû être respectées. L'OTAN s'est quand même un petit peu étendue largement au-delà de là où elle aurait dû être. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un ministre des Affaires étrangères de Monsieur Mitterrand. Donc, je pense qu'il est quand même pas complètement idiot, même s'il a 100 ans passé. Je pense qu'il est pas complètement sénile, ce monsieur. Non, il est même très intelligent. Et puis en plus, moi j'ai entendu son discours, il est quand même super cohérent à 100 ans passés. Moi j'aimerais être comme ça, franchement, à son âge. Bon. Et je me dis, pour en revenir à Monsieur Biden, Monsieur Biden, c'est quand même lui qui était en charge de l'Ukraine quand il était sous l'ère Obama. Il y a quand même des choses qui sortent en ce moment sur son compte et des malversations. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais moi ce que je regrette actuellement, c'est on posera la question à Camille Grand, justement. Allez-y, Benoît, ouais. On fournit quand même beaucoup d'armes, donc quelque part on est co-belligérant. Nous, on fait partie de l'OTAN, donc ça veut dire que si on intègre l'Ukraine, ça veut dire que quelque part il y a une dérive qui peut s'opérer sur une guerre un peu plus globale. On voit que les Occidentaux ne sont pas forcément suivis par la majeure partie des pays. Monsieur qui intervenait, je sais pas, qui dit oui, bon, la Chine c'est un peu loin, oui, mais enfin la France a quand même mis oui, Monsieur Camille Grande, pardon, excusez-moi. Bon, alors Benoît, justement, parce qu'on est pressé, mais de toute façon on se retrouve toute l'émission, mais justement par rapport à votre question, et Camille Grand va conclure là-dessus, quel rôle joue Joe Biden finalement? C'est ça, jusqu'où peut-il aller? Alors, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que Joe Biden est paradoxalement l'un des plus prudents dans cette discussion sur l'adhésion éventuelle de l'Ukraine. Il a fait, comme vous l'avez rappelé, il a, avant de quitter Washington, signalé qu'il n'y avait pas de consensus dans l'Alliance, qui en fait voulait dire les États-Unis n'y sont pas favorables, en tout cas pas immédiatement. Donc on a une Amérique
qui est assez prudente, et plutôt des Européens, notamment des Européens de l'Est, qui souhaitent stabiliser cette situation en poussant pour une adhésion, encore une fois pas en pleine guerre, mais en ouvrant cette perspective d'adhésion de manière plus claire que dans le passé. Donc c'est un peu ça l'enjeu de la conversation du sommet de l'OTAN à Vilnius donc, demain, c'est de savoir quel est le bon calendrier, quelle est la bonne approche. Mais on a un Biden, en fait, plutôt plus prudent que pas mal de dirigeants européens. Merci Camille Grand. Je rappelle que vous êtes l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales. Et vous, chers auditeurs, vous êtes bien sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous avez fait le bon choix avec nous. Qu'est-ce qu'on fait dans un instant? Le quiz de l'actu. On va jouer. Il faut appeler les copains. Et Benoît reste avec nous. Benoît reste avec nous pour jouer. Surtout. Ouais. À tout de suite. La meilleure partie. Oui, chers auditeurs, les vraies voix, c'est maintenant. Et puis d'ailleurs, si vous avez envie de participer à cette émission, donner votre opinion ou tout simplement parler à Aude, vous appelez au 0826 300 300. Et puis tout de suite, vous le savez, c'est un quiz, le quiz de l'actu, n'est-ce pas, mon cher Frédéric? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Les trois vraies voix sont ce soir Philippe Bilger, Tom Conan, Madi Saïdi. Et entrant dans le jeu, notre auditeur depuis Limoges, Benoît, est-ce que vous êtes prêt? Attention. Je suis prêt. Voici la nouvelle règle du jeu, il faudra s'y tenir. Benoît, vous choisissez, vous arrêtez déjà le bruit là, parce que... Oh, mais je fais pas de bruit, je suis assis, je fais pas de bruit. Bon, Vous avez une chasse qui grince alors. c'est très bien. Vous choisissez déjà votre coéquipier, vous faites équipe avec quelqu'un contre les deux autres. Alors, vous choisissez qui? Philippe, Madi, Tom? J'ai beaucoup hésité. Hésité. Au début, je voulais prendre Philippe, histoire qu'il gagne au moins une fois. Ouais, c'est gentil. Mais c'est des nouvelles règles. Vous là, choisissez on recommence qui? à zéro. Vous choisissez qui? Non. J'ai hésité entre Tom, que j'apprécie beaucoup, mine de rien, mis à part le fait que je suis pas souvent d'accord avec lui, mais que j'aime bien. Il va falloir choisir maintenant, Benoît. Je vais prendre Maïdi parce qu'elle est pas souvent là. Donc, équipe A, Benoît, Et puis en Madi. plus, j'ai bien apprécié son intervention sur l'Ukraine. Équipe A, Benoît, Madi. Équipe B, Tom et Philippe. Qui aurait cru un jour vous vous retrouviez ensemble? Dans la même équipe. Je vous donne Courage, Tom. le principe du jeu. Quand c'est à l'équipe A de répondre, vous êtes seul à même de répondre à la question. D'accord? Si vous ne trouvez pas rapidement la réponse, c'est l'autre équipe qui peut répondre, mais simplement à notre top. Ok? Les vainqueurs sont ceux qui ont le plus de points. Donc, c'est uniquement l'équipe A qui répond maintenant, à savoir Madi avec Benoît. C'est parti, Judith. La question: qui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, a bon espoir de voir investir en France? Madi, Benoît, alors? Aucune idée. Darmanin. Non, Darmanin n'investit pas. Non, c'est Il n'y a pas, a priori, non. Madi, vous l'avez? Non, je sais pas. Non, il est pressé. Macron. Non. Non. Et équipe B, Elon Musk. Très très bonne réponse. Un point. Non, mais de toute façon, Du coup, j'avais la réponse. Alors, si je puis me permettre, Bruno Le Maire, il dit que des conneries. Non, mais bah Bruno Le Maire, il faut va pas. pas faire investir le président, son propre président. crois qu'il Ça a n'a pas de posé la sens. question. Voilà. Donc il veut que Elon veut de l'argent. Musk fasse un investissement en France. Donc ça Voilà, faudrait être sympa avec lui, deux points pour l'équipe Conan Bilger parce qu'ils ont répondu à la question de l'autre oui. équipe. Et alors bien Bruno l'équipe Le Maire, Conan il a dit Bilger. quand même précisément: j'ai bon espoir qu'Elon Musk fasse un investissement en France. Sur LCI, voilà. Voilà. Quand même. Question maintenant pour l'équipe B. C'est Attention. parti. Philippe et Tom, de quel champion du monde français de 2018 le PSG a officialisé le recrutement hier? Hernandez. Hernandez, Lucas Vous êtes trop Hernandez. fort pour moi, là. Je l'avais pas eu tout. Moi, je le savais, je suis une fan du PSG. Après 5 saisons au PSG hier, donc après 5 saisons au Bayern Munich, Bayern. il a donc été officialisé. Au PSG, ça fait 3-0 pour l'équipe B. Le président, troisième question de Pour l'équipe A. Voilà. De quel pays a appelé les alliés occidentaux de Kiev à faire preuve d'unité dimanche lors d'une visite en Ukraine? Benoît ou Madi, le président de quel pays? Dites un pays, hein. Brésil, Vous pensez que le Brésilien, il en a à faire quelque chose? Madi, non? C'est plus vers l'Est, c'est tout ce que je peux dire. La Pologne, La Pologne, oui, Madi, oui. C'est le président point. Andrzej Duda, avant l'important sommet de l'OTAN qui est en cours depuis aujourd'hui. Désolé, Madi. Pas de souci. Allez, attention, voici la Garde question espoir. pour l'équipe B. Si vous répondez, vous avez gagné, évidemment.
De quoi certains maires des Côtes-d'Armor en Bretagne ont décidé de ne plus payer les factures d'électricité. Philippe ou Tom? De quoi certains maires des Côtes-d'Armor en Bretagne ont décidé de ne plus payer les factures d'électricité? Il peut pas y avoir des possibilités dans les options, non? Non. De quoi les Côtes d'Armor? Donc ça doit être... Attendez, Benoît. Attendez, vous les laissez. Est-ce que c'est quelque chose de polémique ou c'est quelque chose de... oui, c'est un établissement public en l'occurrence. Ah, ça y est. Alors, Philippe, une fois, deux fois, trois fois. Philippe, vous ne l'avez pas. Réponse de Madi et de Benoît. Attention. L'eau? Non, pas l'eau. L'électricité? Non, pas l'électricité. Allez, Madi, ça va venir. Une fois, deux fois, trois fois, les EHPAD. Et oui, les EHPAD publics face à un déficit record. Ouais. Voilà, ça fait. Honteux. Bah ouais, mais vous avez perdu. Vous avez perdu. On n'a plus le temps. Une troisième question. C'est pas grave. Non, c'est foutu. Et une prochaine fois, m'a dit. Voilà. Voilà. Victoire de Tom et de Philippe, comme quoi votre union tous les deux, elle est positive. Voilà. On le savait. Et moi, je voulais ajouter que Conan Bilger, c'était forcément gagnant parce que ça fait carte bancaire en fait. CB. Ouais, ça fait Ça porte chance quand même. Le jeu est bien. Moi, ça fait JB, c'est moins bien. Et le temps tourne. Allez, on se retrouve dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bienvenue chers auditeurs sur Sud Radio si vous nous rejoignez, c'est les vraies voix de l'été. On est toujours avec nos éditorialistes, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie, Tom Conan, artiste et essayiste, auteur de Pollution publié chez Albin Michel, Madi Seydi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs publié chez Stock. Vous l'avez compris, c'est les vacances, nous gardons nos réflexes. Voilà. Les vraies voix sont là, vous les connaissez. Et puis nous, c'est le nouveau duo, Judith. Voilà, ça, on a passé notre première heure. Bah voilà. Avec les auditeurs. 18h08. Ouais. Mais pas encore la dernière heure. On n'est plus tout à fait neuf. En tout cas, il y en a une de passée. Voilà. Et vous continuez d'appeler au 0826 300 300 les auditeurs de Sud Radio. Notamment, n'oubliez pas les questions sur le compte Twitter. Nous poserons la question du 14 juillet. Et faut-il célébrer cette année le 14 juillet comme d'habitude? Compte tenu de ce qu'on vient de vivre. Vous en pensez? Ça pose la question. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui clique, qu'est-ce qui buzz sur les réseaux? On se le demande, ça tombe bien. Félix Mathieu est là pour ça. Ouais. Coucou. Coucou. Alors, la Cour des comptes remet une pièce dans la machine à propos des cabinets de conseil. Oui, le recours aux consultants privés est devenu une solution de facilité pour l'administration, selon les sages. Des recours au privé inappropriés, selon le rapport de la Cour des comptes qui sort aujourd'hui, un an après le rapport du Sénat qui parlait de phénomènes tentaculaires. La Cour des comptes demande une clarification des règles pour éviter un dérapage financier, plus de 233 millions d'euros en 2021. Elle reproche à l'État en fait d'externaliser au privé des missions qui relèvent du cœur de métier de l'administration, voire même dans certains cas de faire intervenir ces cabinets dans le processus de décision. Alors parmi les nombreuses réactions à ce rapport de la Cour des comptes, Anticor profite de l'occasion pour mettre en avant son rôle en matière de transparence publique, quelques semaines après la perte de l'agrément qui lui permettait d'agir en justice. En 2022, Anticor a alerté la Cour des comptes sur l'utilisation abusive des cabinets de conseil privés par l'État, écrit l'association. La proposition d'Anticor a débouché sur un rapport de la Cour des comptes qui confirme nos craintes. Autre sujet, le gouvernement met la pression sur les plateformes numériques avant le 14 juillet. Les fonctionnalités des plateformes numériques ne doivent pas être mises au service des émeutes, plaide Jean-Noël Barrot chez nos confrères de France Inter. Nous avons convoqué vendredi dernier les principales plateformes de réseaux sociaux pour les rappeler à leurs obligations légales, celle de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés, celle de répondre aux réquisitions, aux demandes de la justice pour pouvoir identifier les auteurs de violences. Et on leur a demandé d'aller un peu plus loin, d'anticiper sur des règles européennes qui vont s'appliquer dès cet été et de veiller à ce que les paramètres, les fonctionnalités de leur service ne viennent pas être dévoyés au service de rassemblements émeutiers. Selon le ministre du Numérique, des milliers de contenus en ligne, des centaines de comptes ont d'ores et déjà d'ailleurs été supprimés ces derniers jours dans la foulée après les émeutes.
On en vient à cette enquête ouverte après les propos sur Sandizia, la fille de Jacques Higelin. La chanteuse s'est amusée jeudi soir et imaginait publiquement une scène de lynchage d'Emmanuel Macron. C'était à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, lors du festival Les Nuits Guitare. Quelque chose d'un petit peu extrême, tu vois, mais je le connais, putain. Quelle coquine celui-là. Il s'est dit là, ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois. Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Et on aurait tous nos battes, avec nos petits clous, et dans un feu de Bengale, de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Voilà, tout un programme. C'est cool. C'est intéressant de voir que... Alors, juste un mot quand même, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Je vous le dis, elle a plusieurs dates qui ont été annulées. Qu'elle n'était pas dans son état normal, probablement. Il semble qu'elle soit perchée sur cette affaire. Oui. Il est intéressant de voir qu'à Beaulieu, le public a réagi de manière très molle. Hein. Il y a eu plein de concerts annulés, hein, Félix. Oui, un concert annulé, par exemple. Elle était prévue où? Eh bien, Marc en Barœul, dans le Nord. Mais plusieurs élus, et dont le maire d'ailleurs, se sont opposés à sa venue. Quant au maire, forcément, de Beaulieu-sur-Mer, il ne veut plus la revoir. Hein, il l'a dit. Bon, très bien. Merci Félix Mathieu. Tout de suite, nous ouvrons le chapitre tour de table. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et oui, chacune de nos vraies voix se lance. Alors déjà, un thème qui vous est cher, Tom Conan. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan de lutte contre les discriminations visant les LGBT dans un contexte de forte augmentation des agressions physiques. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est l'association SOS Homophobie notamment qui avait alerté le gouvernement il y a quelques mois là-dessus, dans un contexte où depuis 2016, les actes anti-LGBT, donc ça peut être les insultes, les agressions physiques, etc., sont en augmentation de 129%, a souligné donc le cabinet de la ministre Isabelle Rome. Donc, effectivement, il y a un plan qui a été dévoilé effectivement aujourd'hui avec une centaine de mesures. Bon, c'est vraiment très très général. Hein, ça couvre beaucoup d'aspects et notamment former les forces de l'ordre justement à l'accueil, et notamment au recueil des plaintes de ces publics, soutenir les associations, punir les insultes dans les stades ou encore inclure les familles monoparentales dans les formulaires à l'école, dans un contexte où le dépôt de plainte reste quand même évidemment marginal. Donc voilà, c'est un effort qui est intéressant. Néanmoins, évidemment, le problème, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré, c'est quelque chose qui est quasiment culturel parfois, à la fois du côté de ceux qui peuvent être les agresseurs, si j'ose dire, et du côté aussi des victimes qui peuvent aussi intérioriser d'une certaine façon une situation de victime, et donc ne pas forcément porter plainte systématiquement, ne pas forcément signaler aux associations compétentes les choses qui pourraient paraître effectivement anormales. Faut savoir que c'est quand même une circonstance aggravante, hein, le fait d'avoir une insulte, une agression physique doublée, on pourrait dire, d'un versant homophobe par exemple. Donc c'est quand même quelque chose qui est à prendre à bras le corps, si j'ose dire. Donc on verra dans quelques années ou dans quelques mois si ces mesures qui sont effectivement assez variées, assez pléthoriques seront vraiment efficaires. Merci Tom. Philippe Bilger, vous avez envie de réagir à ça, justement, à cette augmentation des agressions? J'ai envie de réagir rapidement. Rien n'est dérisoire de ce qui est prévu dans ces domaines. Mais je suis frappé, et Tom le confirme, qu'en réalité, plus on en parle, plus on dénonce, plus on met en œuvre des moyens qui, théoriquement, nous permettraient d'éradiquer ce fléau, eh bien, plus les actes et les propos augmentent. Ça veut dire que probablement, on n'utilise pas la bonne méthode. Madi Saïdi? Oui, je suis assez d'accord. C'est paradoxal parce qu'on met des moyens pour justement éradiquer toutes ces discriminations, toutes ces violences qui ont toujours existé, je pense, mais aujourd'hui sont beaucoup plus grandes parce que les réseaux sociaux, parce que la médiatisation, c'est paradoxal. Et on verra, parce qu'apparemment il y a beaucoup de mesures, on verra lesquelles fonctionnent. Est-ce qu'il ne faut pas en prendre moins des plus fortes?
ou avoir tout un arsenal. On verra peut-être dans quelques mois ce que ça donne. L'un des points importants, juste je voudrais mentionner, c'est effectivement le fait que le harcèlement scolaire à caractère LGBT-phobe, donc homophobe si vous voulez dire, est évidemment pris en compte. Effectivement, le suicide de Lucas notamment, qui avait beaucoup marqué les esprits. Donc il y a notamment des adultes référents qui seront mis en place dans les collèges et les lycées. Donc dans le cadre de la lutte contre le harcèlement en général et notamment à caractère homophobe. Le tour de table se poursuit dans un instant. Vous intervenez sur les sujets, vous les auditeurs, 0826 300 300 sur la question de l'homophobie par exemple, et puis d'autres thèmes qui arrivent. Bien sûr. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Le standard de Sud Radio, c'est 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler, Aude vous attend. On va aborder l'organisation du 14 juillet à 18h30 dans le coup de projecteur des vraies voix. Mais en attendant, on continue notre tour de table. Et c'est votre tour, mon cher Philippe Bilger. Vous avez envie de nous offrir un regard un peu mélancolique sur celui qui fut pour vous et pour nous tous d'ailleurs un immense acteur, une personnalité très forte, Alain Delon. En effet, Judith, on pourrait l'oublier avec la plainte de ses enfants contre sa dame de compagnie japonaise. Peut-être ont-ils raison, peut-être ont-ils tort, c'est pas là-dessus. Mais c'est assez bouleversant de voir le hiatus entre cet être, évidemment, aujourd'hui diminué, et comme vous l'avez très bien dit, l'acteur extraordinaire qu'il a été, avec une personnalité peut-être discutable pour certains, mais en tout cas qui était capable de s'affirmer et de résister à tout ce qui pouvait apparaître. Il y a quelque chose d'émouvant dans le déclin d'une personnalité comme la sienne et toujours du regret de voir un extraordinaire acteur, je pense encore à Rocco et ses frères qu'on a vu récemment, tomber dans une sorte de déclin dont il n'est pas responsable. C'est terrible et c'est émouvant. Merci Philippe Bilger pour ce bel hommage. Madi Seydi pour votre tour de table. Alors, serait-ce le retour de la Pravda? Vous nous avez alerté, vous êtes inquiète. Après Rima Abdul Malak qui menaçait le groupe Canal de censure, voilà Pape Ndiaye qui s'attaque aux médias CNews et Europe 1 et les qualifie d'extrême droite. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Alors moi, c'est encore une fois un coup de gueule, malheureusement. Je vais passer pour la cherne de service parce que je suis un petit peu... Non, oui, Sud Radio. Et oui, et je voulais réagir parce qu'en fait, j'en ai marre. Alors en fait, j'ai bien l'impression que ce gouvernement est tellement peu occupé, il a tellement rien à faire que finalement, il voudrait nous apprendre à penser. Alors au début, c'est la ministre de la Culture qui veut censurer Canal, et aujourd'hui, c'est Pape Ndiaye qui évidemment n'a rien à faire au ministère puisque le niveau scolaire est extraordinaire, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout se passe très bien dans ce pays, et on voudrait nous apprendre à penser. Moi, je trouve ça scandaleux que des ministres disent que CNews, parce que lui, qu'Europe 1 et que d'autres... Pape Ndiaye, c'est ça, il s'est attaqué à CNews. Il s'est attaqué à CNews, à Europe 1 en disant que c'était des médias d'extrême droite. Absolument, en disant que c'était des médias d'extrême droite. Et ça, c'est scandaleux. Je trouve que c'est pas la place de l'État. C'est pas la place de l'État. Et puis depuis quelques mois, je trouve que le gouvernement a une tendance à titiller un petit peu la démocratie. Là, ça va être les réseaux sociaux, ça va être des fonctionnalités qu'on va enlever. Alors évidemment, il faut faire quelque chose pour ce qui se passe dans les banlieues. Et bientôt, on nous dira, vous n'aurez plus le droit de parler, vous pourrez plus rien faire. Et ça commence à m'agacer, moi qui suis si bavarde et si militante. Vous pensez qu'on va vous empêcher de parler? Alors là, je vais vous dire. Réaction autour de la table, Philippe Bilger. À chaque fois, comme Elisabeth Borne au sujet de Pétain, là, vous avez raison, Madi, à chaque fois la même émission, Frédéric Aziza, qui comme par hasard les questionne et ils cèdent, ils disent des choses qui sont inexactes. Mais c'est étrange. Après, faut pas non plus oublier que la politique reste la politique, et j'ai envie de dire que la critique des opinions adverses fait partie évidemment de la stratégie politique et de l'action politique. Après, évidemment, c'est deux choses extrêmement différentes entre parler de ses opinions personnelles et d'agir ensuite en tant que ministre et d'engager l'action publique. Mais après, on a le droit, à titre personnel, de dire qu'on est contre l'extrême droite, l'extrême gauche, ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pas oublier que ces gens restent aussi des militants dans le sens noble du terme. Mais on peut rebondir aussi, tiens, Philippe Bilger, sur ce qui se passe au journal du dimanche en ce moment, avec 96% de la rédaction qui est en grève quand même. Oui, c'est ce qui a provoqué sans doute la réaction de Pape Ndiaye aussi.
Mais c'est strictement personnel. Hein. Moi, ça me manque beaucoup, le journal du dimanche. Je pense qu'on est en train d'exagérer parce que Geoffroy Lejeune n'a jamais été caractérisé par ses qualités de gestionnaire. C'est celle qu'Arnaud Lagardère a mise en avant. C'est un peu étrange. Qui vient de quitter Valeurs Actuelles, donc qui est estampillé extrême droite. C'est ça que ne supportent pas les gens du journal du dimanche. Alors, oui, disent-ils, et que pour le reste, mon Dieu, il a d'autres qualités. Mais cet hebdomadaire qu'on attend avec impatience le dimanche perd énormément d'argent. Bon, les vrais points, vous restez, vous allez poser des questions à nos experts Tour de France. Bien sûr qu'on reste. C'est parti pour le deuxième rendez-vous Tour de France. Les vraies voix Sud Radio. Aujourd'hui, repos pour les coureurs du Tour de France. D'ailleurs, un repos bien mérité, si j'ai bien compris, même si j'y connais rien. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de retrouver notre cher consultant Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Qui ne se repose jamais d'ailleurs, Pascal. Jamais. Hein. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonjour à toutes et tous et bonjour à tout le plateau. Bon, Pascal qui lorsqu'il était coureur parlait déjà beaucoup. Vous vous souvenez, en 98. J'ai même couru contre lui, Pascal Chanteur. Mais il était fort. Une connivence un peu suspecte. N'est-ce pas, cher Pascal Chanteur? C'est une amitié de longue date. C'est ça le vélo. Bon, allez, on saura tout des dessous de table. Bon, on fait le point sur ce Tour de France. Peut-être déjà, vous, votre point de vue, Pascal Chanteur, une première semaine, on en parlait tout à l'heure, mais qui ne ressemble à aucune première semaine des Tours de France passés. Il est vrai qu'en étant parti de Bilbao, Pays Basque, et avec des étapes très difficiles, les deux premières étapes ont été très dures pour les coureurs. Beaucoup de faux plats, beaucoup de bosses, beaucoup de virages, beaucoup de relances. Et tout ça fait que ça touche les organismes. Et ces deux premières étapes ont été très, très difficiles à digérer. Et puis derrière, eh bien, vous avez eu des étapes, même si elles étaient, comme on peut dire, de transition, elles ne l'ont jamais vraiment été, à part celle de Nogaro. Toutes les étapes ont été difficiles. Et avec la traversée des Pyrénées, où Polarin et Tarbes-Cauterets ont été terribles aussi pour les coureurs. Avec de la chaleur, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de moment de répit. Et puis hier, l'arrivée au Puy-de-Dôme, mythique. Alors, voilà. Pascal, les vraies voix ont des questions. On commence par Tom Conan. Oui, alors ma question, c'est pas pour être négatif, mais étant donné que le Tour a commencé seulement quelques jours, même juste après, en réalité, les émeutes, les terribles émeutes qu'on a vécues en France ces derniers jours, je me demande si ça n'a pas été un peu occulté, en tout cas sur le début du Tour de France. Est-ce que donc le lancement, selon vous, a été un peu compliqué? Est-ce que, je sais pas, des gens avaient peur d'y assister, de se déplacer sur place? Parce que c'est quand même une vraie question. Non, vous savez, déjà, on est parti de Bilbao. Oui, bien sûr. Donc, les émeutes, nous étions désormais en Espagne. En France. Nous étions en Espagne. Alors, même s'il y a eu quelques mouvements sociaux aussi à Bilbao, parce que il y avait quelques mouvements sociaux quand même là-bas aussi, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait en France. Donc, les coureurs ont été totalement exempts de toute retour problématique de communication de ce genre. Bon, question de Madi Saïdi. Oui, Pascal, oui. Que les athlètes sont tous des citoyens et ça ne les empêche pas d'avoir un regard sur l'actualité et sur ce qui se passe dans les pays, pour les étrangers, dans les pays qui les entourent ou dans le pays dans lequel ils vont arriver dans les jours qui suivent. Mais les Français, ça les touche fortement, bien sûr. Madi Saïdi, question. Est-ce qu'on peut espérer une espèce de remontada de nos coureurs français? Est-ce qu'on peut espérer avoir une petite remontada? Moi, je sais que ces moments de liesse, moi, me plaisent parce que j'ai pour souvenir, il y a très longtemps, ma sœur avait été sur une des étapes et on a toujours d'ailleurs à la maison la fameuse casquette de Bernard Hinault. Le dernier vainqueur du Tour de France, 1985. Alors, les Français, il y en a deux. Gaudu, Bardet dans le top 10. Alors, réponse, Pascal. Alors, tout d'abord, c'est toujours très intéressant d'entendre parce que quand on parle de vélo, il y a toujours des souvenirs d'enfance. Et ce que vous venez de dire, c'est très important. Ensuite, bien sûr, les Français sont omniprésents. Alors, même s'ils ont été un petit peu en deçà sur la montée du Puy-de-Dôme, ils n'ont pas perdu énormément. Alors, il faut bien se rendre compte que vous avez les deux super champions que sont Vingegaard et Pogačar qui jouent dans une autre cour, clairement. Ils sont sur une autre planète vis-à-vis de la concurrence. Mais c'est pas que sur le Tour de France. C'est tout au long de l'année.
ces coureurs-là, vous savez, 6 coureurs aujourd'hui dans le monde qui sont des athlètes hors normes. Et ces 6 athlètes hors normes, à chaque course auquel ils participent, éclaboussent de leur classe. Ensuite, vous avez le second tableau qui sont des grands champions aussi, et donc David Gaudu fait partie, et Romain Bardet depuis bien longtemps déjà. Et ils sont toujours, vous voyez, David Gaudu 8e à 6,01, mais il est à 2 minutes de la 4e place. Donc c'est rien. Avec ce qui les attend dans les prochains jours, je vais vous dire 2 minutes, c'est rien du tout. C'est rien. Et ben voilà. Les Français vont dire enfin. Voilà. Merci Pascal. On est hors délai. Voilà, elle s'y connaît en cyclisme, Judith. À demain, Pascal. À demain, Pascal Chanteur. Chers auditeurs, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On vous pose la question sur Twitter suite à la sécurité renforcée proposée par la ministre Elisabeth Borne. Faut-il célébrer le 14 juillet comme d'habitude cette année? Vous réagissez au 0826 300 300 et vous donnez votre avis sur Twitter. Et sur Twitter, vous dites à 85% que oui, il faut maintenir ce 14 juillet. Je vais aller danser avec vous, Judith. Voilà, exactement. Au bal des pompiers. Allez, on vous attend au 0826 300 300 et puis évidemment, restez avec nous. On revient tout de suite. À tout de suite. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et oui, ça y est, nous sommes lancés avec Judith. On ne perd pas nos habitudes. Vous savez, 18h30, vous intervenez, vous les auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, vous allez être interpellés. Mais avant, je voulais quand même vous rappeler la présence de nos 3 vraies voix. Philippe Bilger, l'incontournable, l'immense, qui est avec nous. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que vous direz demain? Il va falloir monter en puissance, là. Vous êtes Madi Seidi, qui, comme d'habitude, l'excellente. Vous avez pu le constater, est efficace, Madi Seidi. Elle est percutante, elle est performante, tout comme Tom Conan, mais qui est quand même un petit peu plus rêveur. Merci d'être avec nous, les 3 vraies voix. Allez, coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Elisabeth Borne, la Première ministre, a promis des moyens massifs pour protéger les Français lors de notre fête nationale qui arrive à grands pas. Alors évidemment, chers auditeurs, on vous pose la question sur Twitter. Faut-il célébrer le 14 juillet comme d'habitude cette année? Et a priori, vous dites que oui. Vous êtes toujours à peu près à 85%. Alors n'hésitez pas à continuer à donner votre avis, évidemment. Et puis à nous appeler. Aude vous attend au 0826 300 300. Donc, cher Frédéric Brindel... Comme d'habitude ou pas. Philippe Bilger, vous feriez quoi? Parce que le contexte est quand même lourd. Il y a du danger, il y a des risques. Oui, mais je comprends nos auditeurs qui, dans leur majorité, immense majorité, souhaitent qu'on célèbre le 14 juillet comme d'habitude. Et je dirais même que peut-être c'est une manière de remettre de la normalité dans une période qui en a connu très peu. Et peut-être de ramener de la République dans une France qui a connu trop de troubles et de désordres et de violences. Alors, après avoir dit ça, j'ai bien conscience que pour certains, les moyens exceptionnels que la Première ministre veut mettre à la disposition de l'ordre risquent d'attiser certains comportements, je dirais, qui, loin d'être dissuadés par les forces de l'ordre, sont excités par leur présence. Concernant la vente, le port et le transport des mortiers d'artifice interdits. Notamment, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais comme nos auditeurs, je pense qu'il faut le célébrer comme d'habitude, si possible encore mieux que d'habitude. Madi Seidi, vous avez envie de réagir justement à cette situation qui est quand même un peu tendue. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la fête dans ce genre de cas? Oui, je pense qu'il faut le faire. Il faut faire la fête malgré tout, parce que le 14 juillet, c'est aussi notre fête nationale, c'est ce qui nous unit. C'est aussi un moyen de se redire finalement, malgré nos difficultés, malgré la violence, on est tous ensemble et c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait la France en fait. Ouais. C'est aussi un moyen de quelque part se réconcilier entre de recréer une union nationale. Absolument. C'est sûr que oui, si on se barricade chez nous et qu'on attend et qu'on prie pour qu'il se passe rien, c'est même plus la peine de vivre. Ça n'a évidemment aucun sens. Faut vraiment faire l'inverse. Faut sans doute être prudent pour ceux notamment qui sont peut-être avec des enfants ou des personnes plus vulnérables, je sais pas. Mais effectivement, il faut célébrer, il faut faire la fête, quelle que soit l'origine, quelles que soient les opinions politiques d'ailleurs également, parce que c'est une fête qui dépasse largement le gouvernement en présence actuellement. Vous nous appelez, vous nous dites, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce que vous allez célébrer le 14 juillet
comme d'habitude déjà. C'est ça aussi la question. Eh ben tiens, Benoît, notre auditeur, il n'est pas là, mais il va venir nous répondre dans pas très longtemps. Sur cette sécurité renforcée, justement, Tom Conan, est-ce que vous pensez que c'est trop ? Tout simplement. Je sais pas. Après, c'est vrai que les moyens qui étaient déployés il y a quelques jours au pic des émeutes, à peu près 45 000 personnes sur le terrain. Je crois que c'était 10 000 personnes en 2005, ça avait été rappelé, et donc 45 000 personnes désormais. En fait, j'ai pas l'impression que le staff entre guillemets soit suffisant, notamment sur la durée, avec des équipes qui sont parfois épuisées pour pouvoir être efficaces une nouvelle fois, alors que les émeutes se sont terminées, on pourrait dire en grande partie, il y a quelques jours seulement. Donc ça me semble quand même assez ambitieux. La mairie de Strasbourg a annoncé mercredi soir l'annulation de son traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, prenant acte, je cite, de l'indisponibilité des services d'incendie et de secours dans un contexte de risque élevé. C'est ça aussi, Philippe Bilger, c'est que on a besoin de personnel et ces personnels, ils sont usés. Ah ben bien sûr, à force, il est miraculeux qu'on en ait encore qui soient prêts à affronter les défis qui viennent inéluctablement pourrir les moments les plus festifs du monde. Et on parle de la police, vous parlez des pompiers, vous parlez de tous ceux qui assurent le service d'ordre en général dans la tranquillité et l'urbanité. Ça devient un gros problème que ces métiers formidables, eh bien peu à peu, à cause des épreuves qu'ils connaissent, dissuadent ceux qui en rêveraient de les exercer. Ça réagit au 0826 300 300. Oui, Benoît est là, enfin. Benoît. Je suis là. Alors, est-ce que vous allez faire la fête, vous, Benoît, déjà ? Alors, moi je suis en zone rurale, donc le 14 juillet il y a quelques villes qui le fêtent, mais pas là où je suis, Donc et qu'est-ce que vous en pensez alors? Il faut le célébrer. Mais vous allez au feu d'artifice quand même, non? Pas forcément, non. Oui, ça peut m'arriver d'aller au feu d'artifice. Moi, c'est une fête que j'apprécie, surtout qu'en plus sur les manuels scolaires maintenant, on vénère plus trop nos victoires. Hein. On a tendance à vénérer nos défaites. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, je pense quelle défaite? Je ne vois pas. On n'a jamais perdu. Hein. Je comprends pas. Je pense. Alors moi, je suis un très grand patriote, hein, et pourtant, je suis pas un Rassemblement national. Moi, j'aime mon drapeau, j'aime mon pays, et voilà quoi. On peut aimer son pays sans être du RN. Hein. Et heureusement. Hein. Oui, mais ça fait partie des choses qui sont un petit peu. Alors moi, ça fait partie des choses que je trouve un peu dommage, c'est parce que maintenant, on peut plus être fier d'arborer son drapeau sans être tout de suite catalogué dans le Front National ou tout ça. Mais c'est assez commun en fait avec tout ce qui se passe dans notre pays. On évite de cataloguer dans des cases, et moi ça me dérange un peu. Ok. Et donc sur le 14 juillet, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut le célébrer comme d'habitude ou pas? Le 14 juillet, oui, moi je pense qu'il faut le célébrer comme d'habitude pour tout un tas de raisons, parce que c'est quand même une histoire nationale, surtout à une époque où maintenant l'Europe prime, hélas, sur le bien du pays. Moi je suis plus français qu'européen, même si ça me dérangerait pas d'être européen si c'était un petit peu différent, mais voilà quoi. Et là où je trouve un petit peu dommage, c'est que, alors déjà, oui, certainement nos forces de l'ordre sont épuisées. Pourquoi? Parce que force de l'ordre, pompiers, hein, et pompiers aussi. Hein. Oui, mais en fait, moi je pense que là, la question, elle se pose sur un large spectre de questions. C'est comment ça se fait qu'on ne respecte plus nos forces de l'ordre? Comment ça se fait qu'on respecte plus nos pompiers, nos médecins éventuellement qui interviennent dans des zones sensibles? Vous nous donnez des idées pour les prochains débats. Hein. Là, on prend rendez-vous demain. Ouais, mais comment? Oui, mais après, dès qu'on pose ce genre de questions, tout de suite on va être catalogué, et c'est ça qui est dommage. C'est comment ça se fait que moi je suis moi à la limite le 14 juillet je m'en fous un peu, c'est bien, c'est l'occasion de faire la fête. Bon, allez, Benoît, autre réaction. Oui. Restez avec nous. Restez avec nous. On a Pascal qui nous appelle du Lot-et-Garonne, et alors Pascal, bonsoir déjà Pascal. Bonsoir. Alors, Pascal, vous considérez que les forces de l'ordre ne devraient pas nous empêcher de célébrer le 14 juillet, mais en fait, a priori, ils ne nous empêchent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à cause des mortiers que vous dites ça? Alors, c'est pas tellement ça, c'est surtout le fait que la police sorte ou qu'elle ne sorte pas, de toute façon, il va y avoir des grabuges quand même, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est juste une révolte. Moi, on parle du 14 juillet, je veux bien, mais c'est en fait à la Révolution française. Qu'est-ce qu'on en a fait de la Révolution française? Dites-moi, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on en a fait en France?
Alors, la Révolution française, c'est autre chose, c'est pas comme la Révolution française. Chose, entre 1789 et 2000. Bon, en même temps, Pascal, on comprend bien, c'est-à-dire que pour vous, cette fête, ça fait aussi partie d'une occasion de se faire entendre. C'est ça ce que vous dites, non ? Mais aujourd'hui, c'était une fête qu'on fêtait parce que c'était la liberté du peuple. C'était le peuple qui se libérait de certaines choses. Mais aujourd'hui, avec l'Europe qu'on a au-dessus, on fait quoi? Vous trouvez que ça n'a plus de sens, en fait? C'est ça que vous nous dites, Pascal? Ça n'a plus aucun sens. Donc vous n'allez pas le célébrer le 14 juillet? Pas du tout. Et j'espère que tous les gilets jaunes et que toutes les personnes qui ont été dans la résistance, de ceux qui ne se sont pas fait vacciner, ceux qui aujourd'hui... vous englobez tout, en fait, ouais, d'accord. Vous êtes gilet jaune, Pascal? Là, aujourd'hui, ce que moi je vois, c'est surtout que la France, elle est vendue, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau de nos libertés, au niveau de nos retraites, au niveau de plein de choses. La France, aujourd'hui, elle est vendue. Vous voulez fêter quoi le 14 juillet, en fait? C'est quoi que vous voulez fêter? La Révolution française, Pascal. La liberté. Je voudrais juste savoir si vous êtes gilet jaune. Merci. Est-ce que vous êtes gilet jaune? Il y en a qui vont rappeler la Révolution, vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est que quand ils vont rappeler la Révolution, tout le monde voudra que les gendarmes ou la police aillent les neutraliser. Allez, un petit tour de table des vraies voix comme réaction à notre auditeur. Bon, on est européen, mais ça ne nous empêche pas de célébrer le 14 juillet français. Mais on peut aller, pour mettre de l'huile sur le feu, si j'ose dire, on peut tout de même... Ça vous amuse, vous? Ça m'amuse, oui, parce que je vois bien qu'on a envie de célébrer liberté, égalité, fraternité, mais pour moi, la France n'a pas commencé en 1789, elle a existé avant, et donc il y aura peut-être là des conflits sous-jacents qui empêcheront l'union nationale dont on rêve. Ah oui, d'accord, Madi Saïdi. Attention, on est à plusieurs degrés de lecture là. Vous réagissez, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. C'est vrai, mais c'est une lecture politique. Il y a beaucoup de Français qui, honnêtement, pour eux, c'est leur fête nationale. C'est un moment de se retrouver, de faire communion, d'être ensemble, de célébrer leur pays. Et honnêtement, ils célèbrent ni la Révolution française. Et comme Philippe l'a dit si justement, la France n'est pas née après la Révolution française. Donc évidemment, chacun le prend par le bout qui lui semble le mieux, mais en réalité... Tom Conner. Moi je pense quand même, effectivement, cette année, c'est quand même un point assez particulier, compte tenu effectivement du contexte politique, pas seulement des émeutes des quelques dernières semaines, mais également de tout ce qui a entouré la réforme des retraites et sa contestation. Hein. C'est quand même ça qui s'est passé dans les derniers mois, massivement, on pourrait dire. Et moi, j'ai plusieurs proches qui sont pas spécialement révolutionnaires, mais qui m'ont dit justement, qu'est-ce que tu fais pour le 14 juillet? Peut-être qu'il nous faudrait une nouvelle révolution. Et donc, c'est des gens qui étaient plutôt un peu premier degré, en tout cas, des personnes qui sont plutôt, pas rangées, mais je veux dire qui sont pas politiquement extrêmement engagées, qui me disaient ça m'a surpris. Donc je pense qu'effectivement, ce sera un 14 juillet plus politisé que les autres, c'est certain. Bon, j'aimais beaucoup Philippe Raymond Radiguet qui disait « J'ai mal à la tête depuis 1789 ». Bon, je voulais quand même vous rappeler deux éléments, parce que évidemment, vous êtes allé très loin dans la réflexion, et c'est ce qu'on vous demande, mais Rosny-sous-Bois, par exemple, reporte son feu d'artifice, on parle d'une ville de Seine-Saint-Denis, pour préserver les forces de sa police municipale. Les feux d'artifice aussi de Pont-Audemer, alors là on est en Normandie, sont annulés parce que les sapeurs-pompiers ont décidé d'annuler le bal prévu le 14 juillet et donc tout l'ensemble des festivités suite aux tensions. C'est-à-dire qu'on sent que les gens ont cette tension. Alors ça rend un peu triste, ça rend l'événement triste finalement. Bien sûr, en fait, il y a des gens, il y a des localités, Pont-Audemer, mon Dieu, je voudrais pas faire de publicité, il y a un grand pâtissier qui a commencé là-bas. Si on parle là-dedans, vous avez un pâtissier dans toutes les villes. Non, mais Pont-Audemer, bon. Mais c'est vrai que les gens ont peur tout de même de ce qui pourrait survenir. Et c'est peut-être le principal obstacle à une sorte d'allégresse collective qui devrait pourtant se produire. Justement, c'était ma question d'après. Tiens, Madi Saïdi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement cette peur, elle n'est pas complètement bloquante? Est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir à un moment donné pour casser ces barrières, recommencer à vivre, même si ça va avec une certaine forme de peur? Prendre des risques, ça fait aussi partie de la vie. Moi, j'aimerais qu'on en sorte. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut en sortir. Et pour être tout à fait honnête, moi, j'ai pas de peur particulière. Ce qu'on vit là, évidemment, on l'a déjà vécu en 2005. D'une manière différente peut-être, il faut en sortir, quoi qu'il arrive. Mais le problème, c'est que malheureusement, c'est toujours les citoyens qui sont pénalisés.
Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, les Français, en tout cas, je pense dans la grande majorité, pourront pas considérer qu'il faut utiliser le 14 juillet comme une sorte d'opération de blanchiment, on pourrait dire, pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas utiliser le prétexte d'une fête effectivement plutôt voilà positive et festive par définition pour on pourrait dire effacer les erreurs passées ou actuelles ou l'orientation générale d'une politique. Évidemment, c'est tout le problème et personne ne sera dupe, y compris ceux qui sont éventuellement partisans du président actuel. Ou alors l'inverse, Tom, on pourrait craindre que ce 14 juillet soit encore l'occasion d'extérioriser une agressivité, une opposition forte au pouvoir. Effectivement, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais a priori, avec la sécurité renforcée que nous propose notre Premier ministre, ça risque de ne pas arriver. Après, c'est quand même triste de se dire que le programme du gouvernement pour le 14 juillet, c'est de la sécurité, même si je comprends très bien, c'est dans leur mission, dans leurs prérogatives et dans leurs obligations, mais c'est un peu triste d'en arriver là, quoi. En fait, la question que nous vous posons à vous, les auditeurs de Sud Radio, faut-il célébrer le 14 juillet comme d'habitude? Il y a déjà, et ça ressort de vos interventions, la question pratique. Est-ce que nos forces de l'ordre, est-ce que l'encadrement sont en capacité aujourd'hui? Est-ce que vous êtes des gens posés, les vraies voix, vous partez du principe qu'il faut raison garder et peut-être modérer, Philippe Bilger? L'an dernier, j'ai cru comprendre, on me disait que policiers et gendarmes, sur l'ensemble de la France, il y avait 125 000 agents. Alors aujourd'hui, Elisabeth Borne promet évidemment des renforts massifs. Moi, j'espère que les Français profiteront de cette occasion unique pour donner au moins l'impression qu'ils se réunissent. Parce qu'on a connu des mois et des années où on cherche désespérément un lien, sinon parfois des victoires dans le foot. C'est tout de même invraisemblable que les seuls liens aujourd'hui soient sportifs. Mais j'espère que le 14 juillet on ne fera pas un bilan catastrophique le 15 au matin. C'est pas un peu idéaliste finalement, non? Parce que quand Philippe dit j'espère que tout le monde on a le droit d'être un peu utopiste des fois et idéaliste. Est-ce que c'est pas par l'espoir que ça passe aussi, sortir des chantiers difficiles comme ça? Mais je pose la question, est-ce que justement, vu le contexte, cette volonté de célébrer ne va pas être aussi utilisée par ceux qui ne veulent pas qu'on célèbre, Madi? Absolument, et j'ai peur que malheureusement la réalité nous rattrape aussi. Voilà, c'est que évidemment, j'aimerais que ça se passe bien et c'est important qu'on soit ensemble et qu'on saisisse cette opportunité. Mais évidemment, il y en a qui s'en saisiront et évidemment, comme le disait tout à l'heure Tom, ça ne peut pas effacer tout ce qui s'est passé avant. Oui, ça peut être un prétexte. En fait, surtout, je pense que c'est vraiment une fête qui est vraiment équivoque. Elle est vraiment équivoque puisqu'effectivement, on peut le prendre comme étant une occasion, effectivement, de célébrer cette date, effectivement, de faire peuple, de faire nation. Au moins effectivement à ce moment-là en dehors effectivement de victoire au football ou je ne sais où et on peut également prendre cette date comme justement l'occasion de réitérer l'esprit, on pourrait dire, de 1789 et là évidemment c'est un tout autre programme. On va éviter de couper des têtes. Oui, non, mais finalement, tout est dit parce que c'est un peu ce que disaient nos auditeurs, Judith, tout à l'heure. Vous continuez de réagir. 0826 300 300. Allez-vous célébrer le 14 juillet comme d'habitude? Vous êtes responsable d'une mairie, vous êtes pompier, vous êtes organisateur. Appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Dans un instant, on continue l'échange avec nos vraies voix et puis surtout, restez bien avec nous parce qu'à partir de 19h, c'est les vraies voix et l'art de bien vivre. Un beau programme pour vous, chers auditeurs. Et vous en connaissez un rayon. J'en connais quelques-unes des vraies voix de l'art de vivre. Voilà. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Alors donc, la sentence a été donnée. Oui, vous allez célébrer le 14 juillet. 85%, c'est ça. C'est ça. Bon. Donc c'est une bonne nouvelle, chers auditeurs, quand même. Oui, on avait Benoît. Nous aussi, on va faire la fête, Frédéric. Les bains populaires, ça va être super. On avait Benoît de Limoges là tout à l'heure. Bon, on a un petit peu écourté. Vous êtes toujours avec nous, Benoît de Limoges? Oui, toujours avec vous. Ah bah oui. Bon, alors vous n'allez jamais être limogé, hein? Non. Alors vous savez, très belle ville, Limoges. Oui, surtout si on aime la porcelaine, évidemment. Donc Madi Saïdi, c'est un confort de vie.
vie. Bien sûr, Madi Saïdi est avec nous, Tom Conan est avec nous, et bien sûr, Philippe Bilger. Attention. Philippe Bilger, évidemment. Alors, Benoît, donc, vous avez le mot de la fin sur notre histoire du 14 juillet. Est-ce que vous, si vous êtes maire, par exemple, si vous êtes maire, vous dites, je maintiens le 14 juillet comme d'habitude, ou vous mettez des restrictions ? Ah ben moi je maintiens le 14 juillet comme d'habitude. Je suis assez atterré qu'on se pose la question. Je pense qu'à un moment donné, ça prouve que l'État n'accomplit plus ses fonctions de régalien. Il y a des lois, elles doivent être respectées. Peut-être qu'il y a des raisons qui font que aujourd'hui il y a une cohue générale, une révolte générale. Peut-être que le 14 juillet c'est aussi un signe quelque part, parce qu'on parlait des gilets jaunes tout à l'heure et tout, mais ça fait quand même des années et des années et des années, et là je mets pas en cause que Monsieur Macron, bien que je l'apprécie pas pour autant, parce que voilà, on n'est pas écouté, on n'est pas reconnu, on n'est pas écouté, on n'est pas, on peut dire des élections, mais au final c'est quand même assez, c'est voilà, on est bon. Alors on n'est pas écouté. Bon, et Benoît, honnêtement, oui. Depuis, je vais juste finir par quelque chose quand même. Oui. On voit quand même qu'il y a une dérive depuis les gilets jaunes sur quelque chose d'assez assez totalitaire, même si peut-être que le mot est un peu fort, et encore je pense pas. D'extrême peut-être, d'extrême alors. Peut-être extrême, mais peut-être que au lieu d'appliquer des sanctions, il faut peut-être trouver des causes, des causalités. On n'est pas écouté. Oui, mais on n'est pas dans 2005. Un État totalitaire. Excusez-moi, Benoît, quand même. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le mot était peut-être un peu fort, mais honnêtement, quand vous regardez la définition de totalitaire, on en est quand même pas loin. Monsieur Macron gouverne tout seul depuis quand même quelques années. Je pense que les forces de l'ordre sont très très mal utilisées. Je pense qu'il y a quand même une différence aussi entre les gendarmes et les policiers, où peut-être que la formation n'est pas la même. Il y a quand même des questions à se poser. En tout cas, on le voit, puisque il n'y a pas, voilà, parce qu'en plus il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel pour la fête du 14 juillet. Sur l'intégration, sur l'instruction. D'ailleurs, pour moi voilà, et je pense que si on en vient à ce jour à dire tiens, on va interdire des festivités d'une fête nationale, c'est quand même qu'on est dans un état de lâcher prise, parce qu'on dit putain, on gère plus rien, il faut qu'on lâche tout, et ça c'est quand même assez catastrophique, parce que quand des réactions de nos vrais voix. Je vais finir juste Benoît, ça fait juste une réponse de 2 minutes 30, après ça fait beaucoup. Je suis frappé de voir que Philippe, pour le 14 juillet, personne n'a parlé de l'événement qui pourrait être l'entretien avec le président de la République à midi ou à 13h. Alors on attend quelque chose qu'il pourrait nous annoncer qui changerait la donne politique. Vous y croyez, vous, à cette annonce importante du 14 juillet, Tom Conan ? Alors, on va changer de Premier ministre ? Non. Je pense pas à ça, mais je voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit Benoît. Je pense pas du tout qu'on soit dans un régime totalitaire ou à vocation ou à tentation totalitaire. Il l'a dit, Benoît, il a dit, le mot est trop. Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'était pour préciser. Néanmoins, ce qui est vrai, pour suivre peut-être l'idée que Benoît avait derrière, effectivement, la société se fracture, ça c'est quand même incontestable, et elle se fracture, on pourrait dire, en toujours plus de morceaux, d'une certaine façon, avec des logiques de ghettoisation. Moi, je le dis souvent, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, des ghettos éventuellement à caractère religieux, on pourrait dire, ou en tout cas avec une connotation religieuse derrière, qui sont géographiquement répartis, etc. Donc il y a des fractures sociales, économiques, culturelles, etc., qui effectivement s'accumulent, et on l'a vu récemment dans les émeutes, même s'il y a évidemment d'autres causes derrière. Et ça, c'est quand même le vrai travers, le vrai problème que connaît le pays aujourd'hui, il me semble. Merci les vraies voix. Merci beaucoup. C'était la première. Voilà, c'était la première. 2 bonnes heures ensemble. Puis c'est pas fini, parce qu'on continue avec les vraies voix et l'art de bien vivre. En tout cas, vraiment bravo à ce duo que je trouve vraiment très beau et éclatant. Alors, on va essayer de prendre nos marques. Oui, ça va être encore mieux. On remercie Benoît Goutorbe à la réalisation, qui reste avec nous, parce que la suite, mieux, Benoît, tu vas pas m'abandonner. Il reste. Alors la suite, c'est les vraies voix et l'art de bien vivre, et on reçoit pour vous, chers auditeurs, Emmanuel Sauvage, qui est DG et cofondateur du groupe Evoque Hôtel, qui est un très beau groupe d'hôtellerie, et puis Stéphane Carella, qui est patron du Pila Camping du Palois et de la Villa Navarapo, sans oublier le restaurant Une Étoile, Maison Ruffet. À tout de suite. Après les infos, encore merci à Philippe Bilger, Madi Saïdi et Tom Conan.